Alors bonjour, sinon bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Alors cette vidéo permet tout simplement de présenter, de partager avec vous notre rapport de fin de formation pour la validation du master en coopération internationale et aide humanitaire auprès de l'Institut Kalou. Et donc notre travail a comme thème principal l'engagement communautaire et la performance des ONG actives dans la protection et l'assistance aux réfugiés. Alors c'est un travail de recherche qui est une exigence pour pouvoir clore cette belle formation que nous avions eue et qui nous permet d'avoir une meilleure assise dans le domaine humanitaire. Donc, si vous aussi vous êtes passionné par le monde humanitaire, faut dire que c'est un monde passionnant que nous avions eu à découvrir plus en détail grâce à cette formation. Alors, pour cette présentation, nous allons suivre le plan traditionnel que tout le monde connaît, donc une introduction. Nous allons présenter les questions de recherche et les objectifs, présenter les intérêts de l'étude, le cadre conceptuel, le cadre méthodologique, les résultats dans la mesure où c'est une étude exploratoire. Nous avions quelques éléments qui relèvent en tout cas de cette exploration que nous allons partager. Et de ces résultats, nous tirons des recommandations et nous terminerons donc par présenter les limites de cette étude. Alors, en termes d'introduction, nous allons naturellement donc rappeler ce que vous connaissez déjà presque si vous êtes dans le domaine humanitaire, la recrudescence des crises qui aujourd'hui laissent presque personne indifférente. Donc des crises qui ont comme résultat les mouvements forcés des populations et de plus en plus une vulnérabilité à laquelle des populations sont exposées. Donc face à ces crises, face à cette situation de vulnérabilité, il y a plusieurs acteurs, mais parmi ces acteurs, nous avons les ONG qui sont très souvent sur le terrain, qui sont en contact avec ces personnes et jouent un rôle central dans la quête de solutions et ou encore dans la mise à disposition des solutions. Et cela d'un point de vue général, mais aussi d'un point de vue particulier pour ce qui concerne la protection et l'assistance donc des réfugiés. Alors, le problème ou encore l'élément clé qui nous motive dans le cadre de cette étude, c'est le fait que ces ONG qui jouent un rôle très important sont en même temps confrontés à des exigences et nous avions identifié ici deux exigences majeures. Il y a l'obligation de répondre efficacement aux besoins des populations déplacées au nom du principe humanitaire, au nom des principes humanitaires que nous connaissons, que nous avions vus, qui obligent à ne pas être indifférent face à la douleur, face aux difficultés de son prochain. Et donc, c'est une première exigence. Et la deuxième exigence, c'est de pouvoir rendre compte de la performance, rendre compte de son activité, aussi bien auprès des États, auprès des bénéficiaires, que des communautés hôtes, des communautés qui accueillent ces personnes déplacées. Donc, ce sont ces deux exigences, l'exigence, l'impératif humanitaire et l'exigence de pouvoir rendre compte qui a conduit à notre étude. Et donc, notre étude a comme seule motivation de pouvoir
accompagner, renforcer ou encore apporter plus de lumière aux ONG dans leur activité, parce qu'on se dit qu'il y a cette obligation de performance qui pèse sur les ONG, et derrière, elles sont enclins de pouvoir chercher les voies et moyens, et parmi ces voies et moyens, il y a l'engagement communautaire. C'est de pouvoir voir dans quelle mesure les ONG peuvent utiliser des communautés, peuvent utiliser les communautés comme des alliés pour pouvoir relever le défi. Mais comment est-ce qu'elles se prennent? Comment est-ce qu'elles procèdent? Quelles sont les pratiques qu'elles utilisent pour pouvoir renforcer cet engagement? Parce que sans engagement, les communautés ne pourront pas être des alliés des ONG ou encore des alliés de toute personne qui apporte une solution. Alors, qu'est-ce que nous avions donc comme question par rapport à cette petite introduction que nous venons de voir? Comme question principale, c'est de voir déjà est-ce qu'il y a un lien entre les pratiques d'engagement communautaire et la performance des ONG actives dans le domaine de la protection et de l'assistance aux réfugiés. Est-ce qu'il y a un lien entre les pratiques et la performance? Est-ce que une ONG a intérêt? Est-ce qu'une ONG gagnerait en termes de performance à pouvoir œuvrer dans le sens de l'engagement communautaire? Alors cette question, nous la déclinons en questions subsidiaires, parmi lesquelles nous avons quelles sont les différentes pratiques d'engagement communautaire mises en œuvre par les ONG? Comment est-ce que ces pratiques influencent la perception des bénéficiaires et la qualité des résultats obtenus? En quoi l'engagement communautaire constitue-t-il un facteur de performance pour les ONG actives dans la protection et l'assistance aux réfugiés? Donc, nous avons des questions, mais des questions qui sont donc naturellement déclinées en objectifs. Et donc l'objectif principal, c'est de comprendre le lien qu'il y a et qu'il pourrait y avoir entre les pratiques d'engagement et la performance des ONG. Et donc, comme question secondaire découlant de la question principale, c'est d'identifier, d'accord, ces pratiques d'engagement, de les analyser et de comprendre comment les réfugiés et les populations hôtes perçoivent les initiatives d'engagement mises en œuvre par ces ONG, et donc de proposer naturellement des pistes d'amélioration, des recommandations pour renforcer l'efficacité des ONG sur le terrain. Alors, partant donc de cet objectif, la deuxième section, c'est de pouvoir également évoquer quel est l'intérêt en tout cas de cette étude. L'intérêt est à deux niveaux. Donc, au premier niveau, l'intérêt pédagogique, c'est que c'est un travail qui pourra permettre aux étudiants et aux chercheurs de pouvoir avoir une meilleure vue sur le monde humanitaire, sur le travail de terrain dans le domaine humanitaire, dans la mesure où il faut reconnaître que le secteur humanitaire, le monde humanitaire est encore très peu est très peu exploré par les chercheurs. Donc ce sera en tout cas notre petite contribution à ce qui se fait dans le domaine de la recherche. Et aussi pour les bailleurs de fonds, c'est un travail qui permettra également de voir comment est-ce que l'engagement communautaire est un levier essentiel, est un levier stratégique pour parler de performance opérationnelle, performance des organisations non gouvernementales. On va découvrir aussi les clés de réussite, d'accord? Qu'est-ce que un bailleur, sur quoi le bailleur peut miser pour pouvoir en tout cas optimiser la performance de ses partenaires, donc les ONG. Alors, à la suite de l'intérêt, nous pourrions déjà passer très rapidement en revue le cadre conceptuel de cette étude. Donc, en termes de cadre conceptuel, il s'agira tout simplement de passer en revue les mots-clés, passer en revue les
concepts de base de cette recherche. Donc, le premier concept, c'est la protection. C'est quoi la protection? La protection, nous avons plusieurs définitions qui l'abordent. Nous avons des définitions qui sont orientées sur le besoin, orienté sur l'impératif humanitaire, et on a aussi une définition donc qui est axée ici sur la mobilisation des instruments juridiques, donc le rétablissement de la dignité des individus, mais à travers des instruments juridiques. Alors cela nous permet donc de parler des deux définitions, en tout cas les plus répandues, mais aussi en même temps les plus complémentaires. Donc la définition proposée par le HCR qui considère la protection comme l'ensemble des actions qui visent à mobiliser des instruments juridiques, les lois et les conventions, pour assurer aux personnes déplacées de force leur dignité conformément à l'esprit de l'action humanitaire. À côté, il y a la définition également du CICR, qui nous propose que la protection regroupe tout ce qui vise à assurer le respect des droits des personnes conformément à la lettre et à l'esprit d'organes statutaires tels que ceux incarnés par les droits de l'homme, le droit international humanitaire et le statut de réfugié. Donc c'est une définition, ce sont les deux définitions en tout cas que nous avions adoptées et qui permet aussi quelque part de cerner le contour, de cerner tout ce qui peut se faire autour de la notion de protection. Quand on se lance dans la protection, donc naturellement, c'est de pouvoir rétablir la dignité de la personne comme sujet de droit, et aussi derrière, c'est de pouvoir permettre à cette personne d'être au même niveau de vie, ou encore d'avoir les mêmes avantages et de jouir de ces avantages, de ces mêmes avantages que tout être humain, donc de pouvoir avoir ses besoins, hein, sinon ses besoins fondamentaux, être assouvis. Alors, après le concept de protection, nous avons le concept d'engagement communautaire. Alors l'engagement communautaire, il faut d'abord le comprendre d'un point de vue général à travers d'abord le mot engagement lui-même. C'est un mot qui est transversal, un mot qu'on retrouve dans plusieurs domaines, et aujourd'hui on parle de plus en plus de l'engagement. Aujourd'hui le concept d'engagement est très répandu parce que justement face aux défis, face aux problèmes de notre société, on a plus besoin des personnes engagées, d'accord? Et à côté de l'engagement, vous avez le concept de motivation. La motivation, elle est bonne, mais elle a des limites. Quant à l'engagement ici, l'engagement avec ses différents niveaux, c'est tout simplement un niveau d'implication, un niveau d'appropriation qui, en tout cas, permet à l'individu de pouvoir aller jusqu'au bout de l'action, hein, jusqu'au bout de l'action. Donc, quand on parle de l'engagement communautaire, c'est dans la même logique, c'est de voir comment est-ce que les individus essayent de s'approprier les solutions, de s'approprier les actions qui permettent de pouvoir résoudre leurs problèmes. Le fait que les individus puissent s'impliquer activement dans la quête de solutions à leurs problèmes. Qu'ils ne soient pas que des simples bénéficiaires, qu'ils ne soient pas des êtres demandeurs, mais qu'ils puissent contribuer vraiment à la quête de solutions. Et donc la définition, une définition standard qu'on peut adopter, c'est de dire que l'engagement, c'est l'ensemble de processus par lesquels les individus et les groupes locaux participent activement à l'identification, la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des actions qui les concernent. Et maintenant, qu'en est-il de la performance, qui est aussi notre troisième concept de base? Donc, la performance ici, il faut reconnaître déjà que c'est un concept multidimensionnel, c'est un concept très large qui a vu ses premiers jours dans le domaine industriel, plus précisément le secteur de l'automobile,
pour pouvoir évaluer la capacité des unités de production en termes d'atteinte des objectifs. Donc ici, la définition que nous avions, c'est de dire simplement que la capacité, que la performance, c'est la capacité d'un individu, d'un groupe ou d'une organisation à atteindre des objectifs déterminés de manière efficace et efficiente. Alors c'est une définition, je dirais, standard, généraliste, mais en fonction des domaines, en fonction des activités, on peut avoir des définitions beaucoup plus cadrées, des définitions beaucoup plus précises. Et donc, dans le domaine humanitaire, oui, on parle, hein, ce ne serait pas une nouveauté, mais il faut dire que le concept de performance a aussi sa place et c'est là, il faut le dire, c'est récemment parce que on voudrait voir au-delà de l'action, comment a été l'action, comment s'est déroulée l'action. Donc il ne suffit pas simplement de pouvoir donner des fonds à une entité, donner des fonds à une organisation et se limiter à ça. Mais il faudra aller au-delà, voir dans quelles conditions le résultat a été obtenu, dans quelles conditions standardisées, d'accord? Avoir des éléments standards, qu'on va appeler ici des indicateurs, qui permettront de pouvoir comprendre les conditions d'atteinte de ces objectifs. Et donc c'est cela, la notion donc de performance qui est aujourd'hui de plus en plus recherchée par les bailleurs de fonds parce que l'organisation avec laquelle un bailleur de fonds voudrait quand même marcher, voudrait quand même fonctionner, voudrait quand même avancer, serait l'organisation la plus performante. La plus performante pour dire ici que la performance est aussi et de plus en plus un élément de distinction, un élément de un critère de distinction entre les organisations. Pourquoi? Parce qu'on va se dire, par exemple, un bailleur qui a 500 millions voudrait, en tout cas, une organisation qui a les capacités ou bien qui a fait ses preuves dans des projets antérieurs avec les 500 millions et qui a pu résoudre le problème ou bien qui est allé même au-delà de la solution, au-delà des résultats qui lui ont été demandés, plutôt qu'une entreprise, qu'une organisation qui a du mal à pouvoir résoudre le problème avec le même budget mis à sa disposition. Juste pour dire que la notion de performance, elle est capitale, elle est très importante, elle est en tout cas incontournable, presque, hein, incontournable dans beaucoup de protocoles d'accord avec des bailleurs de fonds. Alors, comme je le disais, c'est un concept très large et qui dit large dit un cadre aussi large, un cadre, un référentiel aussi large. C'est la raison pour laquelle nous avons ici des critères, mais qu'on considère comme classiques, qu'on considère comme standards, qui permet d'apprécier la performance du simple point de vue de la pertinence, simple point de vue de l'efficacité et de l'efficience. D'accord? Donc, pour ceux qui ont peut-être vu là, le contrôle de gestion, c'est le concept clé du contrôle de gestion qui est caractérisé par les 3 E, donc l'efficacité, l'efficience et l'économie. Donc l'efficacité ici, ce sera tout simplement le fait d'atteindre des objectifs. Une entreprise qui a un budget de 500, qui obtient un budget de 500 millions avec des objectifs donnés et qui atteint les objectifs donnés et consomme le budget, elle a atteint les résultats avec les moyens mis à sa disposition et donc c'est une entreprise efficace. Mais au-delà de l'efficacité, il y a aussi l'efficience. L'efficience renvoie au simple fait de pouvoir faire plus avec peu. Autrement dit, pour le cas que je suis en train de citer, donc une entreprise qui a un budget de 500 millions, d'accord, mais qui va au-delà des résultats, qui lui ont été demandés. Avec 500 millions, l'entreprise a pu scolariser 200 étudiants, a pu trouver des solutions d'intégration à 200 étudiants,
Mais avec le même budget, vous avez l'entreprise B qui, de son côté, parvient à intégrer, par exemple, 250 réfugiés. Alors, toutes les deux sont performantes. Pourquoi? Parce que le résultat est atteint. Mais au-delà de la notion de performance si large, on peut prendre en compte des indicateurs et dire que la première entreprise, elle est efficace, alors que la deuxième entreprise, elle est efficiente. Mais là, une fois de plus encore, je le dis, c'est de façon générale, sans distinction du domaine commercial et du domaine social, donc humanitaire. Et c'est donc cette deuxième considération de la notion de performance qui va plus nous interpeller et qui permet ici d'apprécier donc la notion de performance à travers 6 critères. À travers 6 critères parmi lesquels il y a la cohérence, d'accord? Est-ce que l'intervention s'accorde avec les autres interventions? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de projets, mais est-ce que ces projets s'agrippent entre eux? Est-ce que ces projets s'agrippent? Parce que quand on parle de projet, un projet s'inscrit dans un programme. Ce qui fait qu'un programme, c'est plusieurs projets. Mais est-ce que ces différents projets qui sont mis en œuvre, le projet A, le projet B, le projet C, en termes d'objectifs, en termes de résultats attendus, permettent vraiment de pouvoir dire un jour que le programme a atteint ses résultats. Donc, est-ce que les résultats du projet sur lequel nous sommes, le projet en soi, est-ce qu'il est cohérent, est-ce qu'il s'agrippe, est-ce qu'il s'aligne avec les autres projets? Nous avions la viabilité ou encore la durabilité, donc qui est aussi un concept très répandu. Est-ce que les bénéfices de ce projet sont durables? Est-ce ou bien c'est un projet que nous allons mettre en œuvre et dès que le protocole d'accord, le partenariat est terminé, tout est fini. L'exemple de forage, on va construire un forage, on va être là pour la sensibilisation de la population à l'utilisation du forage. On va se poser la question, est-ce qu'à la fin du projet, le projet d'implantation des forages, est-ce qu'à la fin, le forage se terminera? Alors, ce sera quand même absurde de pouvoir considérer que l'ONG, le projet, le protocole d'accord se termine et que les solutions aussi se terminent. Aujourd'hui, on veut vraiment qu'il y ait de la durabilité. Ça veut dire que même si le projet se termine, qu'il y ait au moins une continuité, qu'il y ait encore des retombées dans le temps. L'efficience, c'est ce que nous avions vu tout à l'heure. La pertinence, c'est aussi voir l'adéquation entre le problème et la solution. Est-ce que c'est vraiment ce projet qui est adapté à ce problème? Est-ce que ce ne serait pas un autre projet? Et à l'impact, l'impact, quel est l'impact que le projet apporte? Donc l'impact ici c'est en termes de changement, en termes de changement à long terme, voilà. Et ensuite l'efficacité, donc atteindre les objectifs tout simplement. Alors dans le domaine humanitaire, vous allez comprendre, donc ce sont ces critères qui seront mieux adaptés et ces critères sont aussi très utilisés quand on parle de l'audit de performance. L'audit de performance qui est aussi, une fois de plus, une discipline, un domaine qui est en train de se développer, qui est encore nouveau, qui permet ici de pouvoir auditer les projets, mais aller au-delà de l'aspect financier. Auditer les projets en mettant un certain focus sur les activités, sur les outputs. Donc ici, nous nous inscrivons également sur cette approche de la performance. Alors voilà quelques critères en tout cas qui permettent donc d'apprécier donc ces 6 critères de performance que nous venons de voir, la durabilité, l'efficacité. Mais donc j'ai anticipé, ce qui veut dire que j'ai déjà eu à les discuter et du coup nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Voilà.
Tout ça, c'est bon. Alors, pour notre étude, là, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous avions vu les aspects conceptuels, nous avions vu la problématique, nous avions vu le domaine, en tout cas le contexte humanitaire dans lequel nous sommes avec les crises. Alors, notre étude en termes de méthodologie adopte est une étude qualitative, hein, étude qualitative, donc parce qu'on est dans l'exploration, on veut comprendre, on veut découvrir, et donc nous adoptons une approche qualitative et nous nous inscrivons dans nous nous abstenons en tout cas d'être dans une logique comparative, hein. Nous nous abstenons d'être dans une logique comparative, mais aussi de ne pas se positionner en tout cas comme des évaluateurs, hein. On ne voudrait pas aller dans ce sens, mais on voudrait juste apporter, hein, des éléments théoriques, mais ancrés sur des réalités. C'est la raison pour laquelle, en termes de ciblage, en termes de terrain, nous avions choisi donc d'explorer ce sujet de l'engagement communautaire au Sénégal et au Tchad. Donc ce sont deux pays qui ont des éléments communs, qui ont des points communs en matière d'accueil des réfugiés. Et c'est un terrain qui nous est assez familier, que nous avions choisi donc de pouvoir également explorer. Nous ne l'avions pas auparavant exploré sur l'angle de l'engagement communautaire, mais grâce en tout cas à cette formation que nous avions reçue, nous avons jugé nécessaire de pouvoir avoir ce pas pour comprendre également. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions des questions de recherche. Ces questions de recherche essayent de cerner, d'accord? Nos questions de recherche, si vous le voyez bien, essayent de cerner, d'accord? Essayent de cerner notre thématique, d'accord? De comprendre, de nous amener vraiment à comprendre le sujet que nous avions présenté, et ce qui fait que face au sujet, il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués. Il y a plusieurs cibles, hein, qui sont impliquées dans cette recherche, ce qui fait que pour comprendre le concept d'engagement, naturellement, vous allez avoir affaire aux réfugiés, vous auriez affaire aux chargés de protection, aussi bien de l'ONG que du partenaire, aussi bien de l'ONG que du bailleur, pardon. Vous auriez affaire à des agents de mobilisation, donc des agents mobilisateurs. Vous auriez affaire, pardon, à des contrôleurs de projet, à des auditeurs de projet. Donc il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués pour que nous puissions mieux comprendre ce concept d'engagement, mais aussi le concept de performance, parce que dans un protocole d'accord entre un bailleur de fonds et une ONG, il faut dire que les critères de performance sont soit négociés, ça veut dire que moi, en tant que bailleur, je vais vers un partenaire, c'est pas au partenaire de me dire ce qu'il appelle performance. Non, c'est à moi de définir des critères de performance, mais aujourd'hui, on est dans une approche négociée. On est dans une approche participative, ce qui fait que on va pas imposer les résultats, on va pas imposer, mais on va les négocier. On va les négocier pour être le plus proche possible de la réalité. Alors, nos questions de recherche ont été structurées en trois niveaux. Il y a un groupe de questions adressées aux acteurs de terrain et aux ONG. Donc, acteurs de terrain, c'est un peu plus général, mais il faut dire ici que nous nous intéressons particulièrement aux ONG, d'accord? Sachant que du côté du bailleur, le bailleur peut aussi avoir des agents sur le terrain.
Nous avons également les bénéficiaires, donc dans notre cas ici les réfugiés, les déplacés. Et le troisième groupe d'acteurs qui nous intéresse du côté du bailleur de fonds, ce sont les chargés de mobilisation communautaire, mais du côté bailleur bien sûr, les contrôleurs de projets. Nous avons également les chargés de protection et aujourd'hui nous avons un concept très riche qui est de plus en plus déployer donc la protection à base communautaire, ce qui permet de concilier en tout cas les impératifs du chargé de mobilisation communautaire et les impératifs du chargé de protection pour que les actions ne soient pas dispersées, hein, pour que les actions ne soient pas dispersées. Donc ici, nous nous sommes intéressés beaucoup plus aux chargés de protection à base communautaire. Alors, le terrain de l'étude, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Sénégal et le Tchad. Et nous n'avons pas défini des échantillons spécifiques pour le Sénégal, des échantillons spécifiques pour le Tchad, mais nous sommes allés dans une approche en considérant un échantillon homogène. Un échantillon homogène, ce qui fait que nous ne sommes pas intéressés du fait que ce soit au Tchad ou au Sénégal. Nous nous sommes intéressés tout simplement au statut. Nous nous sommes intéressés tout simplement au profil. Et cela pour la simple et bonne raison qu'on ne voudrait pas être dans une approche d'évaluation, qu'on ne voudrait pas être dans une approche comparative, mais nous avions comme ambition tout simplement de comprendre, d'explorer, et donc ce serait en tout cas un moyen idéal pour nous de procéder de la sorte. Alors, le terrain d'étude, donc le Tchad et le Sénégal, sont deux pays d'accueil majeurs hein, de réfugiés en Afrique de l'Ouest et du Centre. En Afrique de l'Ouest, le pays en tout cas qui a un nombre de réfugiés assez remarquable. Hein. Voilà, je crois que c'est en Afrique de l'Ouest bien sûr, donc c'est le, le Sénégal, d'accord, et nous avons aussi en Afrique centrale, donc le Tchad. Le Sénégal est aujourd'hui à plus de 20 000 réfugiés qui sont majoritairement des Mauritaniens qui ont été déplacés à la suite des événements de 1989, en 1989, donc les conflits frontaliers qui ont conduit les réfugiés à se retrouver au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, un peu dispersés. Mais au Sénégal, il faut reconnaître que c'est la catégorie ou encore la nationalité la plus dominante sur l'effectif des réfugiés et on les retrouve tout au long du fleuve Sénégal, donc Saint-Louis, à Ndioum, à Matam, à Bakel, en tout cas le long du fleuve, on les retrouve. Et au Tchad, il faut dire que c'est aussi à peu près la même réalité, sauf qu'on n'a pas des réfugiés de longue date, mais on a des réfugiés avec une crise encore toute fraîche, hein, une crise qui n'est pas encore maîtrisée jusqu'à présent, ce qui fait que en termes d'urgence, c'est un pays en situation d'urgence et l'appel d'urgence a déjà été lancé plusieurs fois. Alors on compte jusqu'en 2024, jusqu'en fin 2024, 1 200 000 réfugiés, d'accord, et qui sont en majorité soudanais et qu'on retrouve vers la frontière avec le Soudan à l'est. Il y a aussi des Centrafricains, des Nigérians et la grande partie sont dans des camps aménagés, contrairement au Sénégal où on a des, des réfugiés en tout cas qui se sont plus ou moins très bien intégrés. On les retrouve en zone urbaine et également en zone rurale. Donc voilà un peu les deux spécificités. Et l'autre élément très important, c'est le contexte, d'accord, le contexte humanitaire de ces deux pays qui est très complexe, hein, et qui a un niveau qui expose les bénéficiaires dans un niveau de vulnérabilité sans précédent.
essentiellement à cause du financement limité, d'accord, à cause du financement très limité et pas la peine de pouvoir s'attarder sur la question du financement limité, les fonds qui ont carrément baissé pour plusieurs opérations. Alors, à la suite donc de la présentation du terrain d'étude, nous avions eu donc globalement à recueillir des avis de 14 individus, de 14 personnes, parmi lesquels nous avons des acteurs de terrain, donc des responsables d'ONG. Il y en a eu 4. Des bénéficiaires réfugiés, donc il y en a eu 7, et aussi des chargés, en tout cas des acteurs du bailleur, d'accord, des personnes qui œuvrent du côté du bailleur. Nous en avons également 3. Alors, ici, comme nous l'avions dit, pour ne pas nous inscrire dans une logique d'évaluation ou bien dans une logique de comparaison, nous avons considéré donc tous ces individus comme étant homogènes, et donc l'outil ou les outils déployés pour la collecte des données, nous avions l'observation non participante. L'observation non participante, nous avons les entretiens par téléphone, donc des échanges par téléphone. Nous avons également des entretiens en face à face qui ont été menés. Donc ce sont les 3 instruments que nous avions eu à mobiliser pour des échanges qui ont duré en moyenne 10-15 minutes, d'accord, en moyenne 10-15 minutes, et les verbatims sont disponibles. Et l'autre élément à signaler, c'est aussi la taille de l'échantillon qui n'est pas vraiment décidée, mais qui s'est imposée au nom du principe, ou encore qui s'est imposé par le principe de la saturation théorique. Donc le principe de la saturation théorique nous dit que dans le cadre d'une étude qualitative, donc des entretiens, il y a saturation théorique lorsque nous n'avons plus de nouvelles informations, lorsque nous n'apprenons plus rien de nouveau, et par conséquent il est mieux d'arrêter l'entretien, d'arrêter l'enquête, parce qu'il n'y a plus rien de nouveau à collecter. Donc ce principe a été aussi pris en compte dans notre choix de la taille de l'échantillon. Alors, en termes de résultats, nous avions eu à faire émerger de la part des 3 catégories de cibles différentes familles d'informations. D'accord? Différentes familles d'informations. Je répète encore une fois de plus que nous avions 3 familles de cibles. Nous avons les acteurs de terrain et ONG, ou encore les ONG tout court. Nous avons les ONG, les bailleurs, pardon, les ONG, les bénéficiaires et le bailleur. D'accord? Le bailleur qui va aussi ici être représenté par les contrôleurs de projet, les chargés de protection à base communautaire, des anciens auditeurs de projet, mais qui travaillent en tout cas du côté du bailleur. Donc ce sont les 3 familles de cibles que nous avions identifiées, et pour chaque famille nous avions des informations spécifiques que nous avions eu à utiliser. Alors pour ce qui est maintenant des pratiques d'engagement, là nous nous intéressons aux ONG. Quelles sont les pratiques d'engagement que vous déployez? Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir impliquer? Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir permettre aux communautés de s'approprier les solutions à leurs problèmes, de s'approprier le projet? Et donc les pratiques qui sont revenues plusieurs fois et qui résultent aussi de notre observation quelque part, c'est la création des
comités communautaires, donc des comités de réfugiés, donc les comités de réfugiés qui est présent partout, qui permet de faciliter l'organisation, de faciliter les opérations de distribution. Et donc cette création ou encore le fait de procéder à ces créations de comités, d'accord, ça permet en quelque sorte de pouvoir organiser les réfugiés, de structurer les camps de réfugiés, de structurer le comité de réfugiés. Et donc ça peut se faire soit des comités comme des bureaux, des comités comme des bureaux, ce qui fait que nous avions au Tchad comme au Sénégal des associations des femmes réfugiées. Nous avions des associations des réfugiés avec euh, un secrétaire, un trésorier. Et du coup, ces organes jouent le rôle, sont des organes consultatifs. Donc, on les consulte sur certaines questions parce que naturellement, on ne va pas aller voir chaque réfugié. Mais donc, on a une certaine hiérarchie qui nous permet, ou bien qui permet aux bailleurs d'aller vers ce bureau, exposer un problème et le bureau contacte les chefs de communauté, d'accord, identifie ou encore identifie des comités des communautés par pays. Donc ça se fait, donc il y a cette hiérarchie qui permet aussi quelque part une meilleure circulation des informations. Nous avions également comme pratique la mobilisation des relais communautaires. Ici, c'est tout simplement le fait d'avoir dans des sites de réfugiés des personnes des personnes de référence qui permettent d'appuyer soit l'ONG, soit le bailleur dans des opérations en général de mobilisation. D'accord? On les confie parfois des missions de mass média pour relayer par exemple certaines informations. Nous avons les activités communes des génératrices de revenus qui sont aussi très répandues au Tchad, sachant que c'est un défi. Le Tchad est exposé à un défi qui l'oblige à aller dans ce sens, à promouvoir l'autonomisation. Et donc, cette autonomisation va se faire d'une certaine manière, en tout cas de manière à renforcer l'engagement. C'est pourquoi on ne va pas le faire de façon individuelle, mais à mettre en place des groupes. Et c'est en tout cas l'une des informations que personnellement j'ai assez apprécié, le fait de financer non pas des individus, mais d'exiger que les réfugiés se mettent en groupe, d'exiger que les réfugiés se mettent en groupe pour pouvoir réfléchir sur un projet et exposer ce projet et avoir un financement. Donc c'est des activités, donc c'est commune, ça peut être la couture, ça peut être le commerce, ça peut être la pêche, il y a plusieurs activités mais qui exigent de pouvoir se mettre en groupe, et ce qui a donné lieu à la création des GIE, donc des groupements d'intérêt économique dirigés par des réfugiés et recevant des financements, des soutiens de la part du bailleur ou encore de la part des ONG. Et donc ça, c'est un élément qui permet de pouvoir permettre aux réfugiés d'être aussi une solution à leurs problèmes, d'être aussi une solution, voilà, une solution à leurs problèmes, et d'être d'ailleurs même la première solution. Ce qui fait qu'avant de pouvoir exposer leurs problèmes, il y a une certaine consultation en interne, une certaine recherche de solutions en interne. Nous avions les démarches de communication sociale et comportementale ici
qui se fait à travers des caravanes. Ici, ça permet tout simplement d'identifier des problématiques sociales, des problématiques sociales. Hein, ça peut être euh, l'espacement des naissances. D'accord? Ça peut être le tabagisme, l'alcool, ça peut être les VBG, les violences basées sur le genre, ça peut être, en tout cas, d'identifier une certaine problématique, mais d'aborder cette problématique de manière participative. De manière participative, et donc l'une des pratiques qui a été aussi identifié, c'est le fait de pouvoir donner la parole aux réfugiés, donner la parole aux bénéficiaires, et vous le verrez peut-être quelque part dans nos recommandations. On a donné l'exemple, par exemple, on a donné l'exemple d'une formation sur les VBG. Alors, imaginez l'impact d'une formation sur les VBG à l'endroit des bénéficiaires, mais dispensés par leurs pairs, dispensés par des réfugiés. Est-ce qu'on a le même impact lorsque cette même formation est dispensée par un expert venant je ne sais d'où? L'impact est totalement différent. On a plus d'impact lorsque cette formation est dispensée par un réfugié pour des réfugiés. Et cela renforce justement l'engagement communautaire. Cela renforce une fierté, cela renforce une meilleure implication des réfugiés. Pourquoi? Parce que ils ont devant eux leur père, ils ont devant eux leur quelqu'un qui partage les mêmes problèmes que eux. Et donc ça, c'est un élément assez important pour l'engagement. Nous avons la prise en compte des questions de genre. Nous sommes dans une société africaine et où nous connaissons tous la question liée à la place de la femme, mais c'est une question assez subjective, qui est aujourd'hui des conceptions subjectives, je veux dire, mais qui sont aujourd'hui en train d'être améliorées avec la sensibilisation, avec de l'ouverture, avec la communication. Maintenant, pour renforcer ces changements, pour renforcer ces questions, impliquer les réfugiés, cela va avoir beaucoup d'impact. Nous avions les forums communautaires mensuels et mécanismes de redevabilité. Donc, les forums communautaires, c'est l'arbre à palabres. L'arbre à palabres que le bailleur essaye de soutenir, essaye de renforcer, essaye d'accompagner pour que les réfugiés aient au moins de temps en temps un moment entre eux pour réfléchir de leurs problèmes, un moment entre eux pour discuter de leurs défis. Et derrière, il y a aussi la redevabilité, donc les mécanismes de redevabilité. On a vu c'est quoi la redevabilité. Donc c'est tout simplement le fait de pouvoir rendre des comptes, hein, de pouvoir rendre des comptes. Donc cela va se faire aussi bien de l'ONG vers les bénéficiaires, mais aussi des élus, des réfugiés vers la population des réfugiés, donc le bureau des réfugiés qui doit aussi rendre compte. Donc créons les conditions, le fait de créer des conditions pour ces rencontres d'échange et de redevabilité renforce aussi l'engagement. Alors il y a d'autres pratiques mais pas très formelles, très formelles que nous n'avions pas citées ici, mais qui aussi quelque part apparaissent sous l'effet de l'impasse. D'accord? Sous l'effet de l'impasse, hein, je le dis, pourquoi? Parce que vous aviez un camp de réfugiés avec un camp de réfugiés ou bien une équipe un staff qui prend en charge ou bien qui est habitué à prendre en charge 200 réfugiés, mais qui se retrouve un matin à prendre en charge 2000 réfugiés. Alors cette affluence
crée parfois des instincts, crée parfois, donne lieu à certaines pratiques, mais c'est des pratiques qui méritent d'être discutées. Pourquoi? Parce que ça peut être possible au Tchad, mais ne pas être possible au Sénégal. Ça peut être possible sur d'autres cieux, mais pas être possible sur d'autres cieux. Donc, nous n'avions pas choisi de les citer tout simplement parce que ce sont des pratiques que même les acteurs, eux, signalent qu'ils l'ont déployé juste pour la circonstance, afin de pouvoir donner une certaine fierté, donner une certaine dignité, ou encore renforcer chez le réfugié une certaine comment je peux dire, permettre aux réfugiés d'avoir en tout cas une certaine de s'impliquer davantage, hein, voilà, d'être beaucoup plus actif, de participer aux activités du camp, de pouvoir participer à la gestion du camp, d'accord, à la gestion du camp, au bon fonctionnement du camp. Alors après donc ces éléments, donc ces informations riches en termes de pratiques d'engagement, nous avions aussi eu cette question: comment les réfugiés et les communautés hôtes perçoivent ces initiatives? Pourquoi? Parce que il ne suffit pas de le faire pour le faire, mais il faut voir qu'est-ce que les réfugiés disent à ce sujet. Et donc les réponses que nous avions, c'est leur première fois qu'ils se sentent consultés, et pas qu'ils se sentent consultés et non seulement assistés. Le fait d'être consultés les valorise et leur permet de réaliser qu'ils contribuent à la formulation des solutions. Au début, il y avait des méfiances. Les communautés hôtes considéraient les réfugiés comme des envahisseurs, mais avec les projets agricoles partagés, les deux groupes commencent à se voir comme partenaires. Donc ici, c'est juste pour comprendre l'appréciation que les réfugiés ont des pratiques d'engagement déployées par les ONG. Alors, ces pratiques, nous voyons ici qu'elles sont positives, mais positives du point de vue des ONG. Donc, c'est les ONG qui nous rapportent ici que leurs pratiques sont bien appréciées, et voilà les résultats positifs que les pratiques rapportent. Il y a un changement de mentalité, il y a un changement de perception. Voilà. Alors, le troisième niveau ici, c'est l'engagement maintenant perçu par les bénéficiaires. Comment est-ce que les bénéficiaires perçoivent les pratiques d'engagement? Alors le constat, il est simple, nous l'avions bien noté. Le nombre de bénéficiaires interrogés rivalise avec le nombre de réponses. Autrement dit, on a autant de réponses que de répondeurs. Chaque répondant a une réponse, et nous avions compris que s'il fallait continuer, nous n'allons certainement jamais atteindre la saturation théorique, donc la limitation, et nous avions tiré plutôt une leçon. Le fait de voir que chaque répondant avait une réponse nous donnait une certaine information subjective, bien sûr, c'est par rapport aux réalités. Donc nous avions vu, au-delà de ce qui s'est dit, nous avions vu le genre, nous avions vu l'âge, nous avions la situation familiale ou la situation matrimoniale, nous avions vu la durée ou encore l'ancienneté dans le camp, ou bien l'ancienneté en tant que réfugié. Nous avions vu la position hiérarchique dans la communauté. Et ça, c'est des réalités à prendre en compte lorsqu'on a affaire à des réfugiés. Pourquoi? Parce que nous apportons une solution globale, nous apportons des solutions générales, mais ces solutions ne peuvent pas être perçues de la même manière. Les hommes ne verront pas ces solutions de la même manière que les femmes. Un jeune ne verra pas la solution de la même manière qu'une personne âgée, ainsi de suite. Et donc ici, le défi qui se pose, c'est le défi de la personnalisation de la personnalisation de la solution.
D'accord? La personnalisation de la solution, mais on a dit l'offre, mais bon, on va plutôt parler de l'offre, de la solution ou encore de l'intervention. Mais ça reste un défi énorme. S'il faut personnaliser, ça reste un défi et surtout dans le contexte de financement limité, il faut reconnaître que on ne peut faire que ce qui est à notre possible. Maintenant, prendre en compte ces réalités liées au genre, liées à l'âge, liées à la situation familiale, cette capacité à pouvoir prendre en compte ces différentes, cette capacité à pouvoir personnaliser la solution en fonction des spécificités de la population peut aussi être considéré comme un critère de performance de l'ONG. Alors, les réponses que nous avions reçues ici, c'est des réponses tout à fait variées. Ils nous ont donné une formation en couture et nous ont dit qu'on pourrait aider les autres ensuite. Cette formation nous a beaucoup aidé. J'ai senti qu'on me faisait confiance. Il y a des réunions, mais toujours les mêmes personnes qui parlent. Nous autres, même si on dit quelque chose, ce n'est jamais pris en compte. On nous appelle quand il faut venir chercher des vivres ou des soins, mais quand il faut décider de ce qu'on veut, mais pas quand il faut décider de ce qu'on veut vraiment. Alors, nous avions mis ça, nous avons considéré que c'est une situation un peu plus profonde, mais qui s'explique aussi par la situation d'urgence, le contexte humanitaire. Donc voilà, le contexte humanitaire, et puis voilà, la limitation des fonds, des ressources et tout. Alors, le dernier, donc, troisième cible, donc la notion de performance du point de vue du bailleur. Cette notion de performance, nous l'avions trouvée une fois de plus multidimensionnelle. Et multidimensionnelle, oui, parce que les attentes du bailleur sont variées. Hein. Nous avons les attentes d'un point de vue processus, d'un point de vue activité, d'un point de vue financier, d'un point de vue optimisation. Donc il y a tellement de des attentes, d'accord? Il y a tellement d'attentes qui fait que nous avons choisi, donc nous avons retenu tout simplement que la performance des ONG se trouve à l'intersection entre les résultats contractuels, donc les résultats contractuels qui regroupe le respect des indicateurs, des exigences liées aux procédures, la qualité relationnelle avec les communautés et l'efficacité des dispositifs de protection. Ce sont les trois éléments qui sont vraiment pris en compte pour dire qu'une ONG est performante. Et on le retrouve, vous le remarquerez dans plusieurs accords de partenariat. Et donc ici, nous avions une structuration de ces éléments, de ces trois niveaux que je viens de, trois niveaux de performance en fonction des acteurs qui ont été interviewés. Donc pour les chargés de mobilisation communautaire ici, nous avions l'acceptabilité communautaire avec des indicateurs tels que la régularité des activités de sensibilisation, la qualité des retours communautaires, le feedback et la capacité d'ajustement des méthodes d'intervention au contexte social spécifique des réfugiés et des communautés hôtes. Et pour les contrôleurs, ici, les contrôleurs de projet, les auditeurs de projet, ici, on a le profil de risque, la capacité à ajuster le plan de travail sans tout désorganiser, la capacité de gestion ou encore ici, c'est la capacité d'absorption budgétaire, c'est lié, le respect des délais, la conformité des pièces justificatives, pour ne pas avoir des achats inéligibles, donc les rejets, le degré de formalité de l'organisation. Ça, c'est un élément qui intéresse les contrôleurs de projet, mais nous avons aussi les chargeurs de protection ici qui regardent beaucoup plus la rapidité et la qualité du traitement des cas de protection, l'accessibilité des mécanismes de plainte, la capacité à documenter et suivre les cas sensibles, donc les enfants non accompagnés, les survivants de VBG, les PBS, les personnes à besoins spécifiques. Et donc, vous avez ici tous ces trois dimensions qui entrent en jeu dans
l'évaluation de la performance par le bailleur. Donc, c'est des informations qui ressortent aussi de cette exploration et des rencontres qu'on a eues avec les acteurs, donc contrôleurs de projet, en tout cas des acteurs du côté bailleur. Voilà, donc à la suite de la notion de performance du point de vue du bailleur, le dernier point qui nous intéresse ici, c'est maintenant le lien entre l'engagement communautaire et la performance. Qu'est-ce que l'engagement communautaire apporte à la performance? Donc ici, on retient encore une fois de plus que la notion d'engagement communautaire, d'accord, la notion de performance, pardon, c'est une notion multidimensionnelle et par conséquent, qu'est-ce que l'engagement communautaire ou encore les pratiques d'engagement communautaire peuvent stimuler en termes de performance? Donc, nous avions ici un tableau récapitulatif qui nous donne aussi là-bas, hein, d'accord, trois dimensions relationnelles entre l'engagement communautaire et la performance. Une bonne politique d'engagement communautaire, une bonne politique d'implication des bénéficiaires permet premièrement l'efficacité opérationnelle. L'efficacité opérationnelle ici, c'est le fait d'avoir une meilleure compréhension des besoins réels. D'accord? Ça permet également les erreurs d'adaptation ou d'intervention parce qu'il est déjà arrivé parfois d'avoir une intervention mais que ce ne soit pas le bon moment ou bien la bonne formule ou encore que ce n'est pas adapté tout simplement pour des considérations, peut-être en prenant en compte des considérations culturelles, contextuelles qui n'étaient pas bien étudiées au préalable lors de l'évaluation des besoins. Alors, nous avons la mobilisation plus rapide des ressources locales, donc ça entre dans le cadre de l'efficacité opérationnelle, une meilleure réactivité des populations en situation de crise. Donc, ça, c'est ce que nous tirons de l'engagement communautaire. Qu'est-ce que l'engagement communautaire apporte à une ONG? L'engagement communautaire apporte à une ONG donc l'efficacité opérationnelle avec les indicateurs que nous venons de saisir, nous venons de présenter. L'engagement communautaire apporte aussi, sur la base de tout ce que nous avions vu, apporte une durabilité et une appropriation locale. Nous l'avions dit également tout au début sur la notion de performance, le concept de durabilité qui est aujourd'hui très exigé pour assurer une continuité de l'intervention, même à l'absence des partenaires de mise en œuvre. Et donc ici, avec l'engagement communautaire, il y aura une appropriation des actions par les bénéficiaires, il y aura une continuité des services, il y aura une résilience des communautés face aux prochaines crises. Les crises peuvent se succéder, mais lorsque il y a un meilleur engagement, alors l'appropriation ou encore l'engagement, pardon, la résilience, pardon, des communautés peut en tout cas être assurée. Le troisième élément, c'est la légitimité sociale et la redevabilité. Alors, la légitimité sociale ici, c'est le fait de pouvoir considérer l'acteur qui est en train de mettre en œuvre l'action comme étant légitime, comme étant la personne adéquate. Et cela va donc réduire naturellement les résistances, les révoltes, d'accord, les sabotages qu'on voit aussi hein, dans les camps de réfugiés, il y en a. Donc cela va réduire un peu ces situations de tension. Un climat favorable à la cohabitation entre réfugiés et hôtes. Et après, en dernier lieu, la capacité à atteindre les objectifs de manière collaborative. Donc, les trois apports de l'engagement communautaire à la performance, c'est l'efficacité, mais plus précisément l'efficacité opérationnelle, la durabilité et l'appropriation locale, et la légitimité sociale et la légitimité sociale et la légitimité de redevabilité. Voilà, j'y arrive.
Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on va dire pour terminer? Donc, comme conclusion, on va simplement dire que l'optimisation de la performance des ONG passe par une reconnaissance des bénéficiaires comme des acteurs à part entière et l'engagement communautaire n'est plus un choix mais une condition stratégique pour l'impact et la légitimité des actions humanitaires. Et donc, toute ONG doit recourir au mécanisme d'engagement communautaire de sorte que l'engagement communautaire ne doit pas être simplement un choix, mais un élément décisif pour le partenariat. Quelles sont les recommandations que nous pourrons tirer de notre étude? Donc, nous avions des recommandations aux ONG, aux bailleurs, institutions, ainsi qu'aux États hôtes. Aux ONG, donc, il faut favoriser des pratiques de co-construction avec les réfugiés et les communautés, former et autonomiser des leaders communautaires réfugiés, notamment les jeunes et les femmes, comme vecteurs de changement, mettre en place des dispositifs de suivi participatif et de redevabilité communautaire pour renforcer la transparence et la confiance. Aux bailleurs, inclure dans les critères d'évaluation des projets des indicateurs qualitatifs d'engagement communautaire, le niveau d'implication, les feedbacks, les appropriations. Il faut reconnaître que cela existe, mais cela existe de manière pas suffisamment structurée. Pourquoi? Parce que nous pourrions parfois retrouver dans les budgets le nombre de comités de réfugiés dans le budget en termes de financement pour l'organisation des comités de réfugiés. Mais cela n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il faut certes organiser le comité de réfugiés, les AGD, mais aussi derrière, il faut voir qu'est-ce que les feedbacks, qu'est-ce qu'on tire de ces comités de réfugiés et aussi avoir un dispositif de contrôle des interactions, des échanges entre les bénéficiaires et l'ONG, que cela soit vraiment un critère d'évaluation. Mais aussi, derrière, c'est une question de capacité. Il faut reconnaître que c'est une question aussi parfois de capacité. Pourquoi? Parce que on a parfois des ONG qui n'ont pas des agents qui peuvent travailler de façon efficace dans l'engagement communautaire. Nous avions des agents qui n'ont pas les compétences nécessaires en matière d'animation communautaire. On a de plus en plus, il y a des entreprises, des ONG qui ont des assistants communautaires. D'accord? Mais être assistant communautaire, quelque part, travailler dans le domaine de l'optimisation ou bien du renforcement de l'engagement communautaire doit être pris en compte comme également une compétence. Donc, si cela n'est pas le cas, alors un renforcement des capacités est à prévoir. Encourager des financements pluriannuels intégrant des volets dédiés à la structuration communautaire et à l'intégration locale durable. La plupart d'organisations, de bailleurs prennent en compte au nom du principe de l'annualité budgétaire de s'aligner sur des budgets annuels ou encore d'aligner certaines politiques, certaines actions sur l'année, mais ce qui ne renforcera pas en tout cas la politique d'engagement communautaire. Il va falloir nécessairement avoir quelque part des financements pluriannuels ou encore un meilleur suivi. D'accord? Un meilleur suivi des actions dans le domaine de l'engagement communautaire afin qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé l'année dernière, mais qu'on s'inscrive naturellement et continuellement dans une logique de continuité. Alors, aux autres, donc aux pays, aux États, et naturellement, ce qu'on peut recommander à la suite de cette étude, c'est de pouvoir renforcer les réformes administratives et juridiques qui permettront, en tout cas, en termes de documentation, parce qu'on sait que dans beaucoup de pays, la documentation pour les réfugiés reste encore un défi pour plusieurs problèmes. Maintenant, c'est un travail à faire
de manière participative avec les États, le HCR, les différents partenaires pour permettre aux réfugiés d'avoir une documentation qui leur permette de pouvoir euh, circuler librement, de pouvoir faire leurs transactions librement. Alors, favoriser la collaboration tripartite État, ONG, communauté, d'accord, dans les instances de pilotage des politiques de protection, renforcer aussi la formation des agents publics sur le droit des réfugiés et les méthodes d'engagement communautaire inclusive. Alors, très rapidement, lors de nos échanges, il m'est arrivé de dire donc à un agent que, attends, c'est pas parce qu'on a fait le droit qu'on a une légitimité sur les questions du droit des réfugiés. Hein, c'est pas parce qu'on est juriste que naturellement on peut traiter des questions des réfugiés. Il y a le droit des réfugiés, il y a le droit international humanitaire, il y a ces instruments juridiques qui sont spécifiques aux réfugiés et qu'il est important aux agents publics de pouvoir connaître et même aux acteurs décideurs dans les ONG de pouvoir les maîtriser. Alors voilà là les recommandations que nous partageons et pour ce qui est des limites, nous pouvons citer tout simplement l'approche qualitative qui reste encore une limite pour que cette étude soit généralisée, la taille de l'échantillon qui reste limitée et voilà qui peut être élargie des pour avoir des résultats qu'on peut peut-être beaucoup plus généraliser. Nous avons aussi voilà, la dynamique de pouvoir ONG communauté qui fait que certains réfugiés ont simplement répondu de manière avec beaucoup de réserves et on le comprend très bien et le contexte aussi qui fait que nous sommes dans une étude exploratoire mais qui peut être obsolète hein, dans les mois, les jours à venir, tout simplement parce que le contexte est évolutif et tout peut changer à tout moment, mais du moins nous espérons que les résultats de cette étude pourront servir de base à des réflexions antérieures. Voilà donc la présentation que nous avions prévu partager avec vous. Nous avions utilisé une certaine bibliographie, des données, des rapports du ICR, des articles de presse, des articles de revue qui ont été également mobilisés. Je suis donc Monsieur Bantambe Mbaïta Inerdje. J'ai le plaisir, en tout cas, c'est un honneur pour moi d'avoir partagé avec vous ce rapport. Je reste tout à fait disponible à partager plus en détail à travers des questions-réponses, à travers des moments de partage, pourquoi pas, sur cette question, mais aussi derrière pour des questions qui concernent les réfugiés de façon générale. Je partage avec vous ci-dessous mes coordonnées et je reste tout à fait disponible à réfléchir, à discuter, à échanger sur d'autres thématiques liées aux ONG. L'occasion est donc pour moi également de pouvoir remercier l'Institut Kalou, de remercier en tout cas les formateurs, remercier les tuteurs qui ont fait un travail assez remarquable et mis à notre disposition des supports de cours de qualité et suffisamment contextualisés pour nous permettre de pouvoir avoir ce rapport qui a ses limites, hein, qui a ses limites et qui peut être amélioré et renforcé par vos différentes contributions. Je vous remercie infiniment.